Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur l'espace démo technique sponsorisé par Trend Micro. La dernière présentation, démonstration de cette journée, le thème en est Cortex Cloud, automatiser la sécurité de votre cloud et libérer le potentiel de votre SOC. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Arnaud, expert cloud, et Julien, expert SOC, la société Palo Alto. Messieurs, on est parti pour 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette présentation de Cortex Cloud. J'ai eu l'occasion l'année dernière de vous présenter Cortex XIAM. Vous verrez qu'aujourd'hui on parlera plus ou moins de l'évolution de Cortex XIAM avec l'intégration de la partie cloud dans la plateforme. Et j'ai donc à mes côtés mon collègue Armand qui est expert Bonjour à cloud. toutes et à tous. Voilà. Et je suis moi-même bien sûr expert SOC chez Palo Alto Networks. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va donc procéder bien sûr à une présentation de la plateforme Cortex XIAM puis Cortex Cloud. Et bien entendu, on va procéder à une démo à la fin pour rendre les choses un peu plus intéressantes et on va dire interactives. Et pour commencer, on va tout de suite parler des problématiques du SOC moderne. Donc la question posée, c'est est-il vraiment possible de faire fonctionner le SOC moderne? Alors oui, on a des solutions, vous verrez. Mais l'idée, c'est justement de dépeindre un peu des problématiques rencontrées aujourd'hui dans les plateformes SOC. Notamment le fait d'avoir des plateformes silotées, enfin des produits mis et imbriqués les uns aux autres et qui fonctionnent en silo avec leurs propres alertes de sécurité qui vont monter. On aura derrière des data lakes différenciés, donc avec à chaque fois une gestion particulière pour chacun des data lakes, sur lequel va fonctionner une partie d'intelligence artificielle, de machine learning plutôt limitée, avec très souvent la nécessité justement de réaliser des règles de corrélation spécifiques pour des besoins alors plus ou moins actuels, parfois passés, qui n'ont peut-être plus trop d'intérêt. Et derrière, on aura une partie d'automatisation qui pourra être mise en place, mais toujours à la fin et pas en frontal de l'alerte. Et tout ça crée un réel problème dans le sens où l'exploitation du SOC peut être potentiellement complexe. Merci Julien. Et en fait, on voit que ce qui est vrai pour la partie SOC moderne est également vrai pour la partie sécurité du cloud. En fait, au fil des années, la manière dont les organisations ont adressé la sécurité du cloud, ça s'est fait au travers de 4 grands domaines que vous voyez à l'écran. La partie Application Security, la Posture Security, le Runtime et enfin le SOC. Avec un focus finalement qui a été mis sur les 2 premières parties de gauche, c'est-à-dire l'Application Security et le Cloud Posture Security. Pour chacun de ces domaines, vous voyez tous les acronymes à l'écran qui correspondent finalement à des outils qu'on appelle communément le Point Product, c'est-à-dire que les organisations, elles ont adopté des solutions uniques qui répondent à une seule même problématique. Un problème égale une solution, un challenge sécurité égale un outil. Et on se rend compte finalement que cette approche, elle ne marche pas très bien. La raison principale, c'est qu'on a des équipes sécurité qui se retrouvent avec un grand nombre d'outils qui renvoient à un nombre très important d'alertes pour lesquelles ces équipes ne sont plus en mesure de lier les unes avec les autres afin de ressortir ce qui compte le plus. De la même manière, on se rend compte, comme je l'ai dit, le focus a été mis sur les 2 parties de gauche. Sauf qu'aujourd'hui, le cloud, c'est devenu la nouvelle normalité finalement. Tout le monde fait du cloud et les risques ont suivi. Et les attaques ont suivi également. C'est pour ça que la plupart des attaques aujourd'hui, elles interviennent au niveau du cloud. Alors, l'analyse faite par Palo Alto est qu'une plateforme doit posséder un data lake unique et optimisé par l'intelligence artificielle. L'idée étant d'avoir une collecte de la donnée qui va s'opérer vers une plateforme centrale, vers un data lake unique, où toutes les plateformes de réseau, d'identité, endpoint, cloud vont converger. Et l'ensemble de ces données vont en fait être reliées entre elles. On appelle ça le stitching chez Palo Alto.
et c'est le mécanisme qui définit en fait tout simplement le fait de relier les données entre elles. Et derrière, on va normaliser, la plateforme va normaliser ces données pour derrière, générer les détections sans avoir besoin justement de mettre en place des corrélations particulières. En fonction des détections obtenues, on va donc mettre en place les automatisations au niveau de l'alerte et pas au niveau de l'incident pour derrière partir sur l'investigation et potentiellement de la réponse automatisée. L'idée étant derrière de limiter au maximum le travail de l'analyste et de le laisser se focuser sur des risques avérés et plus complexes à gérer par l'intelligence artificielle. Alors, pour répondre à cette problématique, et j'en ai un peu exprimé ici toutes les boches, c'est Cortex XIAM, qui est une plateforme SOC. Alors j'ai déjà eu, comme je le disais en introduction, l'occasion de présenter Cortex XIAM l'année dernière. Et donc cette plateforme SOC va s'appuyer sur 3 grands piliers que sont la donnée, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Le principe d'XIAM, c'est de reprendre tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui dans un SOC et de l'intégrer dans une plateforme unique, que ce soit le SIEM, l'EDR, la détection réseau avec l'NDR ou le NTA, le SOR bien évidemment, le cloud, on va en parler, ça va vraiment faire l'objet justement de tout le reste de la présentation et de la démo, et bien entendu avec la capacité d'ajouter des solutions tierces, non Palo Alto Networks bien entendu, tout ça intégré dans une seule plateforme. L'idée étant d'avoir une interface unique, de briser les silos et derrière de s'appuyer sur l'intelligence artificielle et sur l'automatisation pour avoir un pilotage le plus automatisé et le plus efficace possible au niveau du SOC. Alors effectivement, à ce niveau-là, l'idée avec Cortex Cloud, ça a été de marier les deux mondes, d'unifier finalement la partie Cloud Security que vous voyez sur la droite avec la partie SOC qu'on voit sur la gauche. Je le disais, il y a un fossé qui s'est créé entre la partie SecOps et la partie CloudOps. L'idée, effectivement, c'est d'unifier les deux mondes au travers d'une seule et même plateforme afin, premièrement, d'améliorer la détection des risques et des attaques en temps réel, mais aussi la capacité de faire collaborer l'ensemble des équipes autour d'une même plateforme. Donc, comment ça fonctionne ? Précédemment, chez Palo Alto Networks, on avait le leader du CNAPP qui s'appelait Prisma Cloud, qui faisait le focus et qui se concentrait finalement sur les deux piliers qu'on voit à gauche, l'Application Security et le Cloud Posture Security. Julien l'a mentionné, la plateforme Cortex, qui elle était davantage liée sur la partie runtime et SOC. On va unifier ces deux capacités, ces deux mondes, au sein de la plateforme Cortex. Alors pourquoi la plateforme Cortex ? En fait, c'est assez simple. Pour commencer, en termes de capacité, quand vous regardez le bas de la slide, l'idée, ça va être de récupérer les éléments liés aux configurations et aux services cloud déployés. On va parler de modèles AI, de configuration, d'identité, mais également de la télémétrie venant des agents qui sont typiquement sur des serveurs ou sur des nœuds de conteneurs. Donc finalement, toutes ces données vont être agrégées au sein d'un data lake unifié, donc du code au cloud jusqu'au SOC. Et ensuite, on va tirer pleine partie des capacités et de la force de la plateforme Cortex au travers des mécanismes d'intelligence artificielle et d'automatisation, nous permettant de prévenir les risques quand on est en mode DevSecOps, de pouvoir les réduire une fois qu'on est en production, déployé dans les clouds, et enfin de stopper les attaques en temps réel au niveau des workloads, au niveau des charges de travail et des applications, et de pouvoir détecter et répondre aussi au niveau du SOC. Donc pour aller dans le détail un peu sur les capacités, et vous aurez l'occasion également de les voir en démo, on va commencer par le premier pilier qui est l'Application Security. C'est l'étape 1 ou l'étape 0 quand on développe une application pour le cloud. Cette application va être régie par le code. Alors on a différents types de code. On a du code infrastructure as code qui va définir l'infrastructure déployée. On va retrouver du code open source associé aux librairies qu'on va venir importer dans nos applications. Et enfin, on va retrouver du code aussi maison, personnalisé, qui correspond à l'application qu'on souhaite déployer. Et pour chacun de ces codes, on va retrouver des risques. Des risques liés aux mauvaises configurations, des risques liés aux vulnérabilités, ou encore aux secrets qui pourraient malencontreusement être présents dans des artefacts et des fichiers de code. Donc là, l'idée, on le voit au milieu, ça va être de détecter ces risques, mais aussi de les prioriser en prenant en compte le contexte applicatif.
Et enfin, ce qui est souvent la finalité quand on fait de la sécurité, c'est de pouvoir améliorer sa posture, de réduire ses risques. Ici, dans la partie code, soit en corrigeant les problèmes à la source, en rajoutant les morceaux de code qui nous permettent de corriger les problématiques, ou bien en bloquant de manière intelligente les pull requests des développeurs, afin d'éviter que le problème d'aujourd'hui devienne l'incident de demain pour les équipes sécurité. Ensuite, une fois qu'on a passé la partie Application Security, on arrive sur la partie posture. Donc là, on est déployé dans les clouds. On est chez AWS, chez Azure, chez Google Cloud Platform. La première étape du Cloud Posture Security, ça va être de faire l'inventaire des ressources déployées. Alors, quand je dis ressources ou service cloud, c'est les VM, les tables de routage, les espaces de stockage, bref, tout objet qu'on peut déployer. On fait l'état des lieux, on allume la lumière finalement sur les déploiements réalisés. Ensuite, et c'est ce qui va être une force de Cortex Cloud, ça va être de non pas simplement détecter les problématiques, mais aussi de les consolider, de les corréler les unes avec les autres, afin de pouvoir prioriser et se concentrer sur ce qui compte le plus. Et ici, même finalité, si on regarde tout à droite, la même finalité que pour l'application security, c'est d'améliorer sa posture et donc de pouvoir éliminer les problématiques et réduire ses risques avec des mécanismes de remédiation intégrés dans la solution. Alors quand on parle de cloud, on parle aussi de workload. Et quand on parle de workload, on parle de plateformes Kubernetes, de conteneurs, de VM tout simplement. Et pour les aspects protection de ces workloads, on va s'appuyer sur ce qu'on fait de mieux quasiment chez Palo Alto, c'est-à-dire Cortex XDR, l'agent Cortex XDR qui fait partie des leaders du marché, du monde du endpoint, de l'EDR. J'ai presque envie de dire multiprimé si je puis me permettre. Et donc l'idée, ça va être de déployer cet agent sur l'ensemble de ces workloads pour prévenir bien sûr les attaques, type 0D, prévenir contre l'exploitation de vulnérabilités sur ce workload et bien entendu également effectuer un travail d'analyse comportementale basé sur du machine learning pour détecter des potentiels comportements malveillants qui pourraient compromettre une machine. L'idée est vraiment de s'appuyer sur plusieurs milliers de détecteurs et modèles de machine learning. Alors, vous voyez à l'écran un des dashboards, on aura l'occasion bien sûr dans la démo de vous présenter tout ça, mais l'idée ici est de traduire le fonctionnement d'XIAM. Vous aurez sur la gauche toute la collecte des données de l'ensemble des data sources qui vont être collectées et visibles en temps réel et qui vont donc générer des alertes. Chacune et l'ensemble des alertes vont être regroupées dans des incidents pour faciliter la lecture et l'exploitation par les analystes. Et derrière, on aura donc une automatisation et un traitement automatique donc, de ces alertes et incidents directement gérés par la plateforme. Ne reste plus qu'aux analystes les incidents et les alertes les plus critiques. Alors pour conclure effectivement sur la partie Cortex Cloud, il s'agit aussi, dans toutes les capacités qu'on a présentées, de flexibilité et de liberté de choix. Autrement dit, les organisations ne sont pas dans l'obligation de tout adopter dès le démarrage. On peut très bien choisir un mix de capacités ou bien commencer tout à droite sur la partie SOC et puis petit à petit venir étendre son usage sur les parties posture, runtime ou encore application security. L'idée derrière ça, encore une fois, c'est d'avoir une plateforme unique permettant aux équipes AppSec, CloudSec, SecOps de pouvoir collaborer. Et la finalité, c'est l'amélioration de l'efficacité et de l'innovation, la réduction de la complexité et bien sûr la minimisation des risques avec l'amélioration du mean time to respond, donc la capacité de répondre aux menaces et aussi de pouvoir les prévenir en temps réel. Je propose désormais de partir sur la démonstration. Je vais changer de page. Donc bienvenue sur la partie Cortex Cloud. Alors je vais commencer par un tableau de bord qui représente bien la vision et ce qu'on vient de se dire au travers des slides. Donc là j'ai un tableau de bord qui me montre une vue d'avion finalement de ma posture sécurité cloud. Donc sur la gauche, on retrouve la partie ingestion. C'est-à-dire que la plateforme va venir collecter de la télémétrie cloud. On parle d'audit log pour les événements d'administration. On va parler de flow log pour les événements réseau. Et ensuite, on va retrouver d'autres types de choses ingérées comme les configurations cloud, c'est-à-dire les métadonnées des services déployés, ou encore les informations issues des workloads, Julien l'a dit, des machines virtuelles, des fonctions serverless ou encore des conteneurs présents sur ces environnements.
Une fois qu'on a tout ça, on va venir catégoriser ces informations. Donc là, typiquement, je retrouve ce qu'on appelle des compute assets. C'est mes ressources Kubernetes, c'est mes instances de machines virtuelles, par exemple. Et on va venir, ces informations, les passer dans nos, si je puis dire, moteurs d'analyse. C'est là où on va opérer finalement l'intelligence et là où on va s'appuyer sur les capacités de la plateforme Cortex, nous permettant d'identifier des risques sécurité, des chemins d'attaque aussi, d'un point de vue posture, c'est-à-dire le cheminement et toutes les problématiques pouvant mener à une attaque, ou encore des incidents qui apparaissent en production, en runtime. Un incident, typiquement une attaque qui apparaît sur un conteneur en exécution. Et la nouveauté avec Cortex, c'est qu'on va aussi s'appuyer sur une notion de case que je vais expliquer juste après. Tout à l'heure, je vous parlais de regroupement intelligent et le fait de pouvoir corréler ensemble différentes problématiques. Au niveau de la plateforme, ça va se refléter sous forme de case, qui est un objet logique qui nous permet et qui va permettre aux équipes sécurité de se concentrer sur ce qui compte le plus. Et bien entendu, derrière, la finalité, résoudre les problématiques avec des mécanismes d'automatisation. Donc pour démarrer, je propose d'aller dans l'inventaire. Donc c'est souvent l'étape 0 quand on fait du cloud security, ça va être de s'interfacer à l'écosystème qu'on souhaite protéger. On va pouvoir s'interfacer à des environnements cloud tels que AWS, GCP ou encore Azure, ou encore à des écosystèmes DevOps tels que du GitHub, du GitLab, etc. Une fois qu'on s'est interfacé avec ces environnements, on va venir créer l'inventaire. On va venir consolider les différentes informations qu'on récupère. Je vais prendre un exemple ici sur la partie données. Je vais aller dans une section qui s'appelle le Data Inventory, qui va répertorier tous mes magasins de données que j'ai dans mes clouds. Typiquement, sur AWS, on peut penser à des buckets S3. On retrouve la même chose côté GCP avec la notion de bucket, ou encore des notions de base de données, ici déployées dans mes environnements cloud provider. Et cet inventaire, dans cet inventaire, on va immédiatement aussi profiler la donnée. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, sur mon premier bucket, on voit que la plateforme a immédiatement détecté des données d'ordre financier, ou encore des secrets classés comme developer secret, c'est-à-dire des tokens API ou encore des mots de passe. Donc là, immédiatement, on se retrouve avec un inventaire qui va consolider des informations de sécurité. Une fois que l'inventaire est défini, eh bien, on va appliquer des règles. Des règles, c'est des contrôles de sécurité, ni plus ni moins. Ces contrôles, ils peuvent être soit ceux fournis par défaut avec la plateforme. Les organisations ont également la possibilité de créer leurs propres contrôles. Qu'on soit dans l'ordre de la vulnérabilité, de la mauvaise configuration, des problématiques de data, on va retrouver différentes natures de contrôle. Et là, vous voyez ici, je suis dans une vue qui s'appelle Issue, où je vais retrouver l'ensemble de mes problématiques rencontrées dans mes environnements cloud et mes environnements DevOps. Ce que va faire Cortex Cloud, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces issues vont pouvoir être consolidés dans cet objet unique qui s'appelle le case. Donc là, je vais charger la page case. Et là, vous voyez, la visualisation a un petit peu changé. Sur le volet de gauche, je vais retrouver mes différentes problématiques consolidées. Je vais en prendre une pour l'exemple. Je vais prendre celle-ci. Donc là, on est dans un case. Première chose, c'est que le case va nous donner une description. Donc là, on voit qu'on a un asset, donc un objet cloud qui est problématique. On voit que ce case va consolider 31 issues. Donc typiquement, j'ai 31 alertes, 31 problèmes qui sont consolidés les uns avec les autres ici, avec des sévérités différentes. On retrouve du critique, on retrouve du high, avec également des sources différentes. Quand on regarde les sources ici, on voit qu'on a des données qui viennent de l'agent déployé typiquement sur un nœud Kubernetes. On a des alertes qui viennent de la partie infrastructure as code scan dans le monde du DevSecOps, ou encore des alertes qui viennent du monde du CSPM, c'est-à-dire de l'analyse de la posture sécurité cloud. Ici, on retrouve finalement le mariage et l'unification des différents mondes au sein de mon case, au sein de mon même ticket. Si on regarde également la fiche de ce case, vous voyez ici le nombre 62. C'est-à-dire que la plateforme va automatiquement scorer, donc attribuer un score dynamique sur ma problématique, en fonction de différents critères qui sont pris en compte afin de le calculer et de le réviser de manière continue. Donc là, je suis sur une échelle de 0 à 100 et on voit ici que je suis sur un score de 62 avec une sévérité à critique. Alors maintenant, cette corrélation, elle n'a pas été faite par hasard. Cette corrélation de 31 alertes, elle a été faite parce qu'en fait, on a un dénominateur commun ici qui est la machine virtuelle impliquée, qu'on voit sur la droite au niveau d'assets. Donc là, on a regroupé les différentes problématiques liées à une machine. Maintenant, si on regarde un peu la partie alerte,
Donc, je vais charger l'onglet qui correspond finalement à ces fameuses problématiques. Ici, je vais retrouver la liste de ce qui pose problème. Je vous rassure, je ne vais pas lister les 31. Je vais en prendre une première ici, qui est une problématique de posture. Alors, en résumé, on a une machine virtuelle sur AWS qui a différentes problématiques qui sont rencontrées. En l'occurrence, on va aller regarder le graphique ici. J'ai une VM sur la gauche qui est malencontreusement soumise à des vulnérabilités, qui est également exposée sur Internet. Donc on a une notion d'exposition publique détectée. Et enfin, on va retrouver une problématique de posture ici, au niveau du graphique. Et c'est la combinaison de ces trois facteurs qui nous fait dire qu'on a un problème de posture ici, ou un chemin d'attaque au niveau de la machine virtuelle. Alors bien sûr, ici, sur la machine virtuelle, je peux rebondir, si je suis un opérateur. Je peux rebondir dessus et aller voir ses détails, aller voir ses caractéristiques. Donc là, je suis sur la fiche de ma machine virtuelle Amazon. Je vais pouvoir retrouver des informations comme quelles sont les grandes problématiques sécurité auxquelles elle est soumise, dans quelle région cloud elle est déployée, quelle est son adresse IP. Bref, on va retrouver tout un tas d'informations et de caractéristiques liées à cette machine. Et après, si on va dans le détail d'un point de vue sécurité, je vais pouvoir retrouver les différentes vulnérabilités rencontrées sur cette machine virtuelle, les différentes CVE, en prenant en compte différents facteurs comme le score CVSS, le score EPSS, ou encore le fait qu'un exploit existe dans la nature, ou qu'un patch existe également, permettant aux équipes de pouvoir remédier. Ou encore sur cette VM, je vais pouvoir retrouver ces problématiques d'accès également. C'est-à-dire que dans le cloud, l'identité, on a un nouveau paradigme. C'est-à-dire que même un service, même une machine virtuelle, peut avoir des accès, des privilèges sur l'environnement cloud provider. Donc là, en l'occurrence, on voit que ma machine virtuelle, elle a des droits en étoile sur différents services cloud. On voit Lambda ici, on voit la partie S3. Autrement dit, ma VM peut avoir accès à l'ensemble des objets S3 qui sont présents. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas simplement de remonter des alertes, c'est aussi de potentiellement, en première étape, de guider à la remédiation. Donc la plateforme, d'un point de vue technique, peut aussi dire, tiens, voici le paramètre qu'il va falloir corriger pour résoudre la problématique. Maintenant, si j'ai pris un exemple de chemin d'attaque, un exemple de posture, si on rentre cette fois-ci dans le cœur du réacteur, je vais prendre une autre alerte. Et cette fois-ci, vous voyez que la source, c'est l'agent XDR. Là, on rentre finalement dans la protection runtime, dans la protection active qu'on a au niveau de notre conteneur. Donc là, j'ai un malware qui a été détecté. Donc il y a une menace qui a été détectée dans un fichier créé. On voit que cette menace a été bloquée automatiquement par l'agent. Et sur le bas, on va retrouver ici un graphique que je vais ouvrir, qui correspond à la chaîne de causalité. La chaîne de causalité, en quelques mots, c'est la suite d'événements qui a mené à l'incident de sécurité. Là, en l'occurrence, on voit différents processus. Donc, on est sur Java, et on voit que le processus Java a créé un fichier qui a été catégorisé comme étant un malware. Alors, depuis cette section, on pourra prendre en compte des actions, comme le fait d'isoler le nœud, ou encore de pouvoir ouvrir un terminal dessus pour pouvoir investiguer davantage. Dernier aspect qu'on va trouver sur ce case, c'est la notion d'automatisation. Le fait de pouvoir automatiquement entreprendre des mécanismes soit de remédiation, soit d'enrichissement, ou encore de notification directement. Je vais prendre un exemple. Et là, Julien, je vais peut-être te laisser le commenter. Ouais. Au niveau des aspects automatisation, en fait, on va avoir la possibilité de réaliser à peu près tout ce qu'on souhaite en utilisant la fonctionnalité de Playbook. Et ces playbooks vont pouvoir être déployés automatiquement en fonction de la typologie d'attaque détectée. On peut imaginer toutes sortes d'interactions par rapport à ces playbooks. Et on peut parfaitement imaginer le fait que le playbook soit une tâche d'investigation préalable à une réponse potentielle et derrière à des mesures de containment ou à une communication tierce vers un administrateur, un utilisateur, peu importe, mais l'idée étant d'avoir une capacité en fait à interagir également avec l'utilisateur, avec les équipes SOC ou les équipes cloud, pour tout simplement avoir la possibilité de récupérer de l'information de ces personnes pour décider d'un chemin d'action particulier sur le playbook associé. C'est-à-dire que si le playbook ou la plateforme pose la question à l'administrateur, est-ce que je dois isoler cette machine car il y a des suspicions d'attaque de type X ou Y, dans ces cas-là, en fonction de la réponse, la plateforme va être capable de prendre la décision de contenir une attaque, d'isoler un des nœuds problématiques et pour derrière, justement, juguler cette attaque en cours.
Merci Julien. Alors pour poursuivre sur la démonstration, là on a vu un exemple de case, d'alerte. On voit comment les incidents peuvent remonter sur la plateforme, comment on peut les traiter. Mais à un moment donné, les équipes pourraient se dire, tiens, comment je vais pouvoir investiguer? Comment je vais pouvoir faire des recherches à la volée? Donc là, pour ce faire, la plateforme met en place aussi des capacités de recherche simple. Comme ici, je vais pouvoir aller voir toutes mes machines qui sont exposées sur Internet et qui sont soumises à des vulnérabilités qui disposent de sévérité haute ou critique. Donc là, vous voyez, je fais la recherche à la volée. Je vais aller faire ma petite query, et là immédiatement je me retrouve avec un graphique qui me montre effectivement ces machines exposées sur Internet qui ont des vulnérabilités. Cette requête, je peux soit l'enregistrer, soit l'exporter, ou potentiellement la sauvegarder en contrôle continu. Pour terminer la démonstration, je vais retourner sur la partie tableau de bord. Donc j'avais commencé avec un tableau de bord. La plateforme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vient aussi avec des tableaux de bord dédiés aux différentes personnes, aux différents rôles et responsabilités que des personnes vont avoir dans l'organisation. Exemple ici, j'ai un tableau de bord Application Security qui va permettre aux DevOps de voir quels sont leurs repositories les plus à risque, quels sont les pull requests qui ont été le plus en échec par rapport à d'autres, quelles sont mes top problématiques par rapport à des problématiques d'infrastructure as code ou encore de vulnérabilité. Bref, l'idée, c'est de pouvoir fournir des informations pertinentes aux personnes par rapport à leur rôle, mais aussi par rapport à leur périmètre. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de fournir aux personnes des données qui correspondent à ce à quoi avec elles interagissent au quotidien, leur périmètre. Et bien entendu, la possibilité de pouvoir créer des tableaux de bord personnalisés pour aller plus loin. Donc là, typiquement, j'ai un tableau de bord personnalisé avec des informations qui m'intéressent moi uniquement par rapport à mon rôle. Donc là, en l'occurrence, on voit un tableau de bord que j'ai créé qui me permet de suivre la résolution de mes problématiques au fil du temps et cette notion aussi de mean time to remediate, c'est-à-dire ma capacité au fil du temps à pouvoir corriger les problématiques. Voilà pour la partie démonstration. Donc en résumé, une plateforme unique, du code au cloud jusqu'au SOC, permettant aux équipes de pouvoir collaborer ensemble, mais aussi de pouvoir détecter les risques, les réduire, et de bloquer et répondre aux attaques en temps réel. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va pouvoir donner votre numéro de stand si des personnes ont éventuellement des questions auxquelles vous pourriez répondre. Si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas à passer sur le stand. On est juste là-bas en diagonale, vous ne pouvez pas nous louper. Je ne sais pas si tu as le numéro de tête. D11. Venez nous voir sur le stand D11, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci Armand, merci Julien. C'était, messieurs, dames, la dernière démonstration technique de la journée. On se retrouve demain matin à partir de 9h30. Excellente soirée à vous.